Exercice. Le satellite Astra est un satellite géostationnaire de télécommunication. Dans le référentiel géocentrique, il évolue suivant une trajectoire circulaire dans le plan de l'équateur, à une altitude h égale à 35 800 km. Première question, décrire le mouvement de ce satellite dans le référentiel terrestre. Alors, je t'écoute. Le satellite est immobile dans le référentiel terrestre, puisque c'est un satellite géostationnaire. Tout à fait. On va écrire cette réponse. Donc, dans le référentiel terrestre, le satellite géostationnaire est bien sûr immobile. Il est immobile puisque la, la durée d'un tour du satellite autour de la Terre est égale à la durée de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, deuxième question, quelle est la valeur de la période T d'un satellite géostationnaire? Exprimez cette valeur en secondes. Alors, La période T, c'est 2 pierres sur V. alors on ne demande pas spécialement ici d'exprimer la période à partir de la formule. On sait et on l'a dit Ah oui, dans oui, le la cours. période, c'est 24 heures. Voilà. La période, c'est environ, c'est pas 24 heures en fait. C'est 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Un jour sidéral, plus précisément. D'accord? Oui. Donc, c'est la période propre de rotation de la Terre, hein, qui correspond à 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Donc, ça, on va l'écrire. Alors, pensons que le satellite géostationnaire est immobile par rapport à un observateur terrestre. On l'a dit tout à l'heure, cela n'est possible que si la durée d'un tour du satellite autour de la Terre est égale à la durée de rotation de la Terre sur elle-même. Ainsi, et c'est ce que nous avons vu dans le cours, la période du satellite est égale à la période
propre de rotation de la Terre. C'est-à-dire 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Voilà, pas 24 heures, hein. 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Et ce résultat, on nous demandait de l'exprimer en secondes. Donc en secondes, t égale. Alors 23 heures, 1 heure c'est 3600 secondes, hein. D'accord? Oui. Donc ça fait 23 heures fois 3600 secondes, plus 56 minutes, 1 minute c'est 60 secondes, donc plus 56 Oui. fois 60, et plus 4 secondes, et on trouve 86 164 secondes. Voilà. La période de révolution du satellite sur son orbite est donnée par la relation t égale 2pi fois racine carrée de, entre parenthèses, r plus h, le tout à la puissance 3, donc sur gmt, avec g la constante de gravitation universelle, mt la masse de la Terre, grand R le rayon de la Terre. Retrouvez l'expression illustrant la troisième loi de Kepler. T au carré sur r au cube égale 4pi carré sur gmt, avec r qui est égal à grand R plus h. Alors évidemment, pour retrouver l'expression illustrant la troisième loi de Kepler, il faut partir de la relation qu'on nous propose, la grand T égale 2pi racine carrée de R plus H, le tout à la puissance 3, divisé par GMT. On part de ça. Cette expression, cette égalité qu'on va transformer pour aboutir à l'expression qui illustre la troisième loi de Kepler. Donc, grand T égale, c'est ce qu'on nous dit, 2pi fois la racine carrée de grand R plus H, le tout à la puissance 3, divisé par G fois MT. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut mettre l'expression des deux côtés au carré. On Et passe, ensuite, on divise par r au cube. très bien, on passe au carré, donc passage au carré. T au carré égale donc 4pi carré fois R plus H, le tout à la puissance 3, divisé par GMT. T au carré, alors T au carré égale 4pi carré fois, alors comme R plus H c'est petit r, d'accord, donc on va écrire petit r au cube, divisé par G mt. Et là, évidemment, on va diviser par r au cube, d'où, en divisant les deux membres de cette égalité par r au cube, eh bien, on obtient t au carré sur r au cube qui est égal à 4 pi carré sur gmt. Expression illustrant la troisième loi de Kepler. Rappelons la troisième loi de Kepler. Pour toutes les planètes, le rapport entre le carré
et la période de révolution, pardon, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe de la trajectoire est constant. Hein. Donc ce rapport est constant. Telle est la troisième loi de Kepler. Alors, question suivante. On demande d'en déduire la masse mt de la Terre. Bah, faut pas passer par un produit en croix, là. Hein. Alors, sachant que t au carré sur r au cube est égal à 4 pi carré sur g point mt, eh bien, d'après le produit en croix, on a la masse de la Terre qui est égale à 4 pi carré fois grand R plus H le tout à la puissance 3 divisé par G point T carré. Application numérique. Grand MT égale 4 pi carré. Alors R plus H, c'est 6380 km plus 35 800 km, valeur à convertir en mètres. Donc multiplié par, entre parenthèses, 6380 plus 35 800. Et comme on est en kilomètres, on multiplie par 10 puissance 3 pour passer tout ça en mètres. Et on n'oublie pas d'élever à la puissance 3. Sur G, constante de gravitation universelle, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la période T qu'on avait trouvée. Alors la période T, qui est la période propre de rotation de la Terre, hein, qui est égale à 86 164 secondes. Et qu'on doit bien sûr élever au carré. Donc on prend sa calculatrice. Alors fait le calcul, on trouve quoi? Le résultat sera bien sûr en kilogrammes. Alors, tu fais le calcul. Donc la masse de la Terre, 5,98 fois 10 puissance 24 kg. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est important. Faut retenir que pour retrouver la troisième loi de Kepler, c'est surtout la méthode pour la retrouver. Hein. On avait déjà expliqué ça d'ailleurs dans le cours. Hein. Pour retrouver la troisième loi de Kepler, il faut connaître ou établir l'expression de la période
révolution du satellite. Et on est bien d'accord que c'est à partir de l'expression de la période de révolution du satellite ou de la planète que l'on pourra établir la troisième loi, l'expression de la troisième loi de Kepler. Oui. Ensuite, pensons à utiliser l'expression de la période pour retrouver cette loi. Notamment en la passant au carré, la période. La Lune de masse M est le satellite naturel de la Terre. Son centre décrit une trajectoire quasi circulaire de rayon R autour de la Terre. On étudie le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, muni d'un repère de Fresnel d'origine, le centre est de la Lune. Alors, on va faire déjà un schéma. Donc, le centre de la Terre la Lune qui se trouve quelque part par ici. Point L, point T. Le repère de Fresnel que l'on va noter comme ceci. Donc le repère LUN de Fresnel. On va plutôt noter ce point, le point S. Donc le repère SEN de Fresnel. La force d'interaction gravitationnelle que l'on va également représenter. Donc grand F. Voilà, l'accélération, le vecteur accélération que l'on va représenter également. Le vecteur vitesse du satellite qui est tangent à la trajectoire au point considéré. Donc voilà pour les représentations. Donc le mouvement de la Lune est étudié dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. Alors première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer le vecteur accélération du centre de la Lune. Alors, tout d'abord, il faut penser que la Lune de masse M est soumise la Lune de masse M est soumise à la seule force d'interaction gravitationnelle.
exercée, bien sûr, alors cette force, c'est la force grand F, hein, exercée par la Terre, bien entendu. De masse mt. Alors, on doit appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale au vecteur ma. Autrement dit, grand F, force d'interaction gravitationnelle. Donc l'expression est grand G, constante de gravitation universelle, multipliée par la masse du satellite fois la masse de la Terre, divisé par r au carré, multiplié par le vecteur unitaire petit n de Freinet, est égal à la masse du satellite fois le vecteur accélération du satellite. D'où vecteur accélération qui est égal à g mt sur r au carré, multiplié par le vecteur unitaire petit n du repère de Freinet. Deuxième question, exprimer la vitesse v de la Lune sur son orbite en fonction de grand G, grand mt, mt et petit r, puis calculer sa valeur. Donc évidemment, il faut se placer dans le repère de Freinet. Alors dans le repère de Freinet, dans le repère de Freinet SEN, grand S représentant le centre de la Lune, la composante tangentielle de l'accélération est égale à dv sur dt, et c'est égal à 0 puisque on identifie les deux expressions du vecteur accélération. Hein. On identifie l'expression du vecteur accélération issue de la deuxième loi de Newton avec l'expression du vecteur accélération issue de la base de Freinet. Et donc par cette identification, on obtient que AT est égal à 0. C'est-à-dire dv sur dt égale 0, ce qui nous permet d'affirmer que la vitesse du satellite est constante et donc que le mouvement circulaire de la Lune est uniforme. De même, toujours par identification des deux expressions de l'accélération, on obtient que la composante normale de l'accélération est égale à v au carré sur r, et c'est égal à g mt sur r carré. Ce qui nous permet de tirer l'expression de la vitesse. Et donc la vitesse est donc égale à la racine carrée de gmt sur r.